Donc, peut-on tout conduire de front? Non. C'est-à-dire que si on veut tout faire, on va ne pas faire l'essentiel, c'est-à-dire ce qui est le préalable à l'existence de sociétés humaines, le préalable à l'existence de solutions politiques. C'est d'abord de permettre aux gens de ne pas s'exterminer mutuellement en fabriquant des ponts dépolitisés, des actions dépolitisées. Et si on veut tout mélanger, on arrivera peut-être à reconstruire la paix des pays, mais on va faire échouer cette espèce d'ambition minimaliste, vraiment minimaliste, qu'est l'humanitaire. C'est une ambition très très minimaliste. On ne prétend rien d'autre que juste permettre à des gens de survivre et ne pas désespérer de l'humanité. Donc c'est très minimaliste, mais là on veut tellement faire qu'on risque de perdre cette espèce de premier maillon qui sinon est vraiment perdu, et qui suppose qu'on n'est ni avec les uns ni avec les autres, on est à part. Et c'est des enjeux d'indépendance, pas pour être indépendant parce qu'on n'aime pas parler aux autres ou parce qu'on se croit mieux, etc. Mais l'indépendance est une condition à ce préalable, et l'humanitaire est le préalable à tout travail social ou tout travail politique. Et donc je crois que ça c'est une confusion que les ONG doivent accepter d'éclaircir. Jean-Jacques Grambach, vous partagez ce point de vue, évidemment. Fondamentalement, et je suis ravie que tu l'aies dit comme ça. Le CICR a vécu 150 ans avec ces questions-là, et ces questions reviennent douloureusement par moments. Et au début des années 2000, c'était très peu populaire, justement. Tout le monde croyait que maintenant le bon allait prendre le dessus. Et c'est probablement une longue expérience aussi qui fait qu'on a pu faire le deuil, comme tu dis, de ces autres très louables combats. Mais ça demande un certain courage, en fait, plus que le contraire. Et les populations, parce que c'est la question qui est finalement en fil rouge derrière ce que vous dites depuis le début de notre débat. Est-ce qu'il y a un bénéfice envers les populations pour ces approches intégrées, ou est-ce qu'il n'y a pas des pans entiers de population qui risquent de se retrouver par ce système de l'approche intégrée, eux-mêmes dans une autre confusion, qui est de tout confondre, le militaire et l'humanitaire, de confondre les Nations Unies et les ONG, et du coup de voir monter de ce qui devraient être les bénéficiaires, de monter des actions hostiles ou de l'incompréhension. Où sont les bénéfices aujourd'hui de telles opérations, Frédéric Toussaint? Bon, je ne vais pas répondre à la question en me mettant à la place des populations. Je pense que cela dépend des contextes. Bon, je crois qu'une population touchée par une crise humanitaire, elle voit des services arriver. Donc il y a un côté positif, surtout quand ils arrivent avec une logistique conséquente, qui est souvent le cas de la logistique des Nations Unies, même si les ONG sont des partenaires des Nations Unies dans la mise en œuvre, évidemment, des programmes. Je crois que le problème n'est pas tellement de savoir si les populations sont contentes de l'approche intégrée. Il est de savoir quelle perception elles peuvent avoir de l'approche intégrée. Si la perception se fait aux dépens de la sécurité des personnels humanitaires, il faut lutter contre cela. Parce que on a vu, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, qu'au Darfour, il y a eu une instrumentalisation par les autorités soudanaises de la perception que la population pouvait avoir des acteurs humanitaires. Donc, autrement dit, les ONG expulsées étaient des ONG pro-occidentales, donc il fallait les expulser. Ça, évidemment, c'est très dangereux. Nous avons condamné avec fermeté l'expulsion des 13 ONG, qui maintenant d'ailleurs négocient pour certaines avec le gouvernement soudanais, parce que, encore une fois, l'humanitaire n'est pas totalement exempt de considérations politiques, parce que l'humanitaire interagit avec les autorités quand même des pays qui sont les premières responsables de la protection de leur population. Donc je crois que le problème prioritaire, c'est la perception, et non pas de savoir si les populations préfèrent qu'elles aient en face d'elles des humanitaires 100% ou alors des humanitaires un peu mélangés, parce que les populations elles attendent aussi des services. Donc on ne peut pas faire une réponse trop générique à cette question. Maintenant, le CICR et MSF
tiennent à leur indépendance, et non seulement c'est une bonne chose, mais en plus c'est indispensable parce que ça permet de garantir l'accès à des zones où il est évident que les Nations Unies, par exemple, n'auraient pas accès, encore moins des forces de maintien de la paix dans des zones tenues, par exemple, par des groupes rebelles, puisque les forces de maintien de la paix, souvent, agissent en soutien de l'armée gouvernementale. C'est bien là la question. Qu'est-ce qui peut se passer dans des zones où des populations sont en zone rebelle ou je pense en zone taliban? Qu'est-ce qui se passe? L'approche intégrée, en fait, est un repoussoir pour des populations qui eux-mêmes sont doublement otages dans ce cas-là, non? Ouais. Mais absolument. Mais d'ailleurs, c'est pour cela qu'une approche intégrée au niveau global ne veut pas dire une approche intégrée dans toutes les zones territoriales d'un terrain de crise. Par exemple, le CICR a accès, encore une fois, en Afghanistan, à des parties de la population contrôlées par les talibans, alors qu'on ne peut pas demander aux troupes de la FIAS, par exemple, d'aller remplir des tâches humanitaires dans ces zones. Ça paraît totalement évident, et il n'est pas souhaitable d'ailleurs que le CICR ou que d'autres se départissent de ces principes consubstantiels d'indépendance, de neutralité et d'impartialité. Mais je crois que ici on a Anne qui représente un certain nombre d'ONG qui peut-être aura une vision un petit peu différente, parce que il faut savoir que quand on parle de principes humanitaires, d'abord il y a le mouvement Croissant-Rouge, ensuite il y a la grande mécanique des Nations Unies, et ensuite il y a un certain nombre d'ONG qui sont toutes différentes les unes des autres. Donc les principes humanitaires, à mon avis, ils sont d'une tonalité différente selon que l'on est CICR, MSF ou des ONG humanitaires ou d'advocacy. Comme le disait très bien Alain, il y a les ONG d'advocacy et les ONG qui mènent les projets concrets. Merci. Alors vous avez transmis le micro à Anne Herry, donc plutôt avec sa casquette Coordination Sud que Handicap International, mais Philippe Chabas, son voisin, lui avec sa casquette Handicap International, avait aussi demandé la parole. Alors répartissez-vous comme vous voulez entre... Je ne sais pas si c'est la casquette Handicap International, c'est plutôt un avis personnel. C'est bien parce que ça s'appelle pleine confusion. Moi, j'ai l'impression que je suis aussi en pleine confusion là à vous écouter. Je crois qu'on enfile un peu des perles sur des choses banales parce qu'on ne sait pas comment sortir du cercle. Moi, j'ai le sentiment, histoire d'en rajouter une couche, qu'en fait, il y a deux niveaux de confusion. Il y a une confusion sémantique, c'est un peu ce que disait Françoise, sur le terme humanitaire. Et cette confusion sémantique, c'est l'approche intégrée, c'est tout cette espèce de maelstrom. Donc je crois qu'il faudrait qu'on sorte de ça. Et désolé Ghislaine, mais le fait, sur ce même thème, d'avoir invité un représentant des pouvoirs publics, je pense que ça en rajoute parce qu'on est dans cette confusion-là sur la sémantique. Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'humanitaire, qu'est-ce qui est de l'ordre de géopolitique, et je pense que là, les responsabilités sont différentes. Et après, il y a un autre sujet qu'on a commencé à aborder, qui est la confusion à l'intérieur du microcosme. Et donc dont ne font pas partie les pouvoirs publics. Le CICR s'en sort pas trop mal parce qu'il a son mandat particulier, même si je suis d'accord, dans les années 90, le CICR s'est lancé dans des programmes de développement. Par exemple, le CICR s'est mis à faire des prothèses pour les personnes handicapées à un moment de son histoire. Mais dans le microcosme non gouvernemental, c'est un peu ce que disait Alain aussi, il y a des gens qui revendiquent leur indépendance, il y a des gens qui sont complètement dépendants de financement public, donc intégrés, il y a des gens qui, en toute légitimité, se définissent comme des ONG de résolution des conflits. Il y a eu des gens dont la spécificité de faire de la médiation, il y a les ONG de lobbying. Donc je pense que si on se centrait déjà sur la confusion à l'intérieur de notre monde avec toute la diversité de ces acteurs, on avancerait un petit peu, parce que le débat sur la confusion, ce que j'appelle sémantique, il rejoint beaucoup la notion d'approche intégrée et de cluster dont on a parlé la dernière fois.